Vous écoutez l'épisode 164 du podcast Mes trucs de prof dans lequel je vous parle d'émotion et de gestion de classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle que jouent nos émotions dans la gestion de classe. Je veux parler ici de vos émotions en tant que prof dans la gestion de classe et notamment la gestion des différents événements qui surviennent au fil de la journée. L'idée, c'est de voir comment les émotions influencent la pratique de classe et pourquoi je suis convaincue de l'intérêt d'accompagner le développement de compétences émotionnelles en lien avec la gestion de classe. Comme je l'explique dans mon livre, la gestion de classe, c'est tout ce qu'il y a autour des enseignements et des contenus. C'est un ensemble de paramètres qui sont enchevêtrés et qui sont liés les uns aux autres. Et c'est la combinaison de tous ces paramètres qui font que ça roule plus ou moins bien. Quand je dis ça roule, ça signifie que les élèves apprennent, que les élèves se sentent bien, que l'enseignant se sente bien aussi, malgré les aléas de la vie de classe. Et donc travailler sur la gestion de classe, c'est travailler sur à la fois l'organisation matérielle, l'organisation temporelle, l'organisation spatiale, mais également sur le cadre, sur les règles, sur la posture de l'enseignant, sur la relation aux élèves, sur les modalités de travail, sur les leviers de motivation, etc. Et pour cela, nous allons devoir ajuster constamment les différents curseurs, comme un DJ sur sa table de mixage. C'est d'ailleurs une des métaphores que je file tout au long du livre Gestion de classe, mode d'emploi. Et donc, gérer sa classe, c'est vraiment ajuster constamment tous ces paramètres, les faire varier en fonction de ce qui se passe dans la classe, en fonction du réel, en fonction du contexte. Et pour être en mesure de réguler plus ou moins efficacement tous ces paramètres, tout cela va dépendre aussi de notre capacité à chaque instant à pouvoir voir et tenir compte des données, du réel, de ce qui se passe effectivement. Et donc cela va dépendre en partie de notre expérience et de notre expertise professionnelle qui va évoluer au fur et à mesure au fil de notre carrière, mais ça dépend aussi de facteurs intrapersonnels, c'est-à-dire de facteurs liés à notre personne. Et c'est à ce titre que pour moi, la connaissance de soi, la conscience de soi, la gestion émotionnelle des enseignants, c'est vraiment un levier de développement professionnel et de bien-être professionnel qui est indispensable pour à prendre en compte quand on accompagne, quand on forme. Et c'est pour ça que j'ai à cœur du coup d'accompagner, grâce au coaching, au mentoring, à la formation, les enseignants sur ces aspects-là également. Et du coup, j'en profite pour dire que c'est d'ailleurs des sujets que j'aborde dans mon prochain livre, Enseigner selon son profil, qui sort le 20 février 2025. Fin de la parenthèse. Donc dans cet épisode, je vais vraiment me concentrer sur la place des émotions des enseignants dans la gestion de classe. Les émotions, elles nous accompagnent à chaque instant de notre vie. Et elles pourraient être du coup nos alliés puisqu'elles sont là. Parce que vraiment, ce sont des indicateurs internes. Ce sont du feedback en fait. Elles nous envoient du feedback, nos émotions. Et on devrait réussir à apprendre en tout cas à les écouter et à les comprendre pour pouvoir mieux nous ajuster, mieux nous adapter parfois aux situations. Et pourtant, nous avons souvent tendance à vouloir les inhiber, et notamment dans la sphère professionnelle. On a inconsciemment cette idée que les émotions n'ont pas trop leur place et que peut-être par peur de débordement émotionnel, en tout cas, on a tendance à pas les écouter. Sauf que qu'on le veuille ou non,
nos émotions, elles impactent toutes nos décisions et tous nos arbitrages dans la vie, mais en classe. Ça va vraiment avoir un impact sur notre façon de vivre les choses, de regarder les situations. Et parfois, nous prenons certaines décisions et pas d'autres parce que sur le moment, nous ressentons telle ou telle émotion, ou bien parce que, justement, on a envie d'éviter de ressentir certaines émotions. Et parfois, c'est plutôt salvateur d'ailleurs. Quand on veut, par exemple, éviter de sortir de ses gonds et qu'on réussit à en prendre conscience suffisamment tôt pour pouvoir anticiper, ça va nous permettre de réagir de façon plus appropriée, plus professionnelle, etc. Et puis, dans certains cas, ça nous fait aussi fuir des situations auxquelles une meilleure connaissance de nos émotions nous aurait permis de faire face et de mieux incarner notre posture. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on fuit certaines émotions ou on écoute certaines émotions et en les identifiant, on aurait pu switcher et du coup choisir une autre issue plus favorable. Donc il y a vraiment un intérêt à aller creuser du côté de ces émotions-là pour voir quand est-ce qu'elles nous servent, quand est-ce qu'elles nous desservent, quelles informations elles nous donnent et comment on peut s'en servir de manière efficiente. D'un point de vue de la formation des enseignants, on a tendance à se focaliser sur l'aspect technique, sur l'aspect pédagogique, sur l'enseignement. Et même quand on parle des gestes professionnels, on oublie parfois cette dimension émotionnelle. Pourtant, je suis certaine que vous serez complètement d'accord avec moi quand je dis que enseigner, ça nous fait vivre de telles montagnes russes émotionnelles en passant vraiment par toutes les émotions de la palette d'émotions qu'il me semble difficile de les occulter. L'idée, c'est vraiment de développer ce qu'on va appeler nos compétences émotionnelles pour pouvoir nous en servir comme des alliés. Moira Mikolas-Jacques, qui est docteure en psychologie, elle propose pour ses compétences émotionnelles un modèle en 10 compétences. 5 concernent nos émotions, notre rapport à nos émotions, le fait de les comprendre, de les réguler, etc. Et 5 qui concernent les émotions des autres. Et donc, les compétences émotionnelles, ça va être notre capacité à identifier nos émotions et aussi celles des autres, à comprendre nos émotions et à comprendre celles des autres, celles de nos collègues, de nos élèves, des parents, etc. C'est aussi notre capacité à les utiliser pour ajuster nos réactions, ajuster nos décisions, ajuster nos comportements. Et c'est également notre capacité à exprimer de manière juste et appropriée au contexte nos émotions. C'est notre manière de les réguler pour pouvoir maintenir un équilibre émotionnel. Et plus on va développer ces compétences émotionnelles, plus on va développer ce qu'on va appeler notre intelligence émotionnelle. Et dans notre gestion de classe, ça va nous aider au niveau de nos émotions, comment on fait avec nos émotions dans la classe et comment on s'ajuste aussi en fonction de ça. Mais ça va également être intéressant pour faire avec les émotions des élèves parce qu'on ne va pas pouvoir faire sans les émotions des élèves, on le verra un peu plus loin. Elles sont aussi au cœur de la gestion de classe. Une émotion, j'en parlais dans l'épisode 47 sur la gestion des émotions, c'est une réponse physiologique, c'est quelque chose qui se passe dans notre corps après un stimulus. C'est quelque chose d'assez rapide, d'automatique. En gros, je vois quelque chose ou j'entends quelque chose ou je sens quelque chose ou je pense à quelque chose et ça va déclencher une pensée, c'est-à-dire une interprétation ou une évaluation subjective de la situation, puis une émotion. Et tout ça, ça se passe très très vite. Et c'est-à-dire que à ce moment-là, le système nerveux et la libération d'hormones vont me faire ressentir des choses dans mon corps qui vont me faire agir ou réagir ou me mettre en mouvement ou me figer selon la situation et l'interprétation que j'en aurai. Et donc, en classe, il se passe ça dans nos têtes tout le temps et dans nos corps tout le temps, à longueur de journée. Ce que nous vivons en classe, ça va avoir un impact sur nos émotions et nos émotions, elles vont impacter notre manière de réagir et donc aussi ce qui se passe en classe. C'est une espèce de cercle qui peut être vicieux ou vertueux selon la situation.
Et donc, ce qui est important à comprendre là, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose en classe, ce qui en soi est neutre, ça prendra un caractère positif ou négatif dans notre tête selon notre état émotionnel. C'est-à-dire que c'est votre état émotionnel qui est lié à ce que vous avez vécu avant, qui va avoir un impact sur comment vous allez lire les situations, interpréter les situations de manière subjective du coup, et comment vous allez réagir. Donc prenons un exemple. Imaginons que vous ayez demandé à vos élèves de rester assis à leur place, et que là, il y a un élève qui habituellement est plutôt sage, qui se lève. Et bien ce fait-là, donc l'élève qui se lève alors que vous aviez demandé de rester assis à sa place, ce fait, selon votre état émotionnel, ne déclenchera pas les mêmes pensées, les mêmes interprétations, et ne déclenchera pas non plus du coup derrière les mêmes émotions, ni même les mêmes réactions. Si juste avant, vous avez eu un échange houleux avec un ou une collègue ou avec des parents ou même avec votre conjoint ou votre conjointe, eh bien vous allez peut-être être dans un état émotionnel qui serait déjà de l'ordre de la colère. Et le fait que cet élève se lève vous fera peut-être penser à quelque chose comme « Ah ben voilà, et puis si cet élève s'y met, c'est vraiment pas la journée ». Et donc l'émotion que cette pensée déclenche, ça va être peut-être de l'agacement, ou vous allez être peut-être un peu blasé, voire même fâché. Et en tout cas, la réaction que vous allez avoir, c'est potentiellement de faire une remarque bien acide qui va elle-même avoir un effet négatif sur vous et sur l'élève et peut-être sur le reste de la classe, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous en vouloir plus tard ou que vous allez être encore plus agacé, un effet négatif sur l'élève où l'élève va se sentir mal selon son état émotionnel aussi à lui, il va réagir peut-être soit avec un peu de soumission mais beaucoup de tristesse, soit au contraire va rétorquer, et il va y avoir un effet négatif émotionnel aussi sur l'ambiance de classe. Ou alors, peut-être aussi, dans d'autres cas, que cette façon de réagir va avoir un effet positif sur le moment, sur les autres qui n'oseront plus bouger. Ça va aussi dépendre de leur état émotionnel, évidemment. Et puis, il y a aussi dans cette situation, selon le contexte, certains élèves qui peuvent aussi complètement vriller dans ce genre d'échange. Donc là, vous voyez comment l'impact, en fait, dans ce cercle-là vicieux, l'impact du contexte et de votre état émotionnel avant. Et au contraire, on pourrait aussi, dans la même situation, donc avoir eu un échange houleux avec quelqu'un avant le cours, ça peut aussi vous avoir mis dans un état de sidération qui va vous faire complètement ignorer certains actes de vos élèves, et peut-être aussi que du coup un peu dans une posture d'abandon, de sidération, le fait que l'élève se lève alors que vous aviez demandé de ne pas le faire, vous n'allez pas du tout en faire cas et ne pas réagir, et ça peut aussi avoir d'autres conséquences positives ou négatives. Imaginons maintenant que juste avant, toujours sur ce même fait neutre, un élève se lève alors que vous avez demandé de rester assis à sa place. Juste avant, vous avez eu une pause ressourçante, vous êtes rentré chez vous, ou bien vous avez déjeuné avec une copine, ou alors la séance d'avant a été le théâtre d'un petit miracle pédagogique, c'est-à-dire une grosse réussite ou une belle surprise d'un élève en difficulté, par exemple. Donc vous êtes plutôt dans un état émotionnel de sérénité, de joie, de satisfaction, de légèreté, etc. Et cela fera que lorsque cet événement surviendra, lorsque l'élève se lèvera alors que vous avez demandé de rester assis à sa place, ça déclenchera d'autres pensées. Vous allez peut-être vous dire « Oh, tiens, mon petit élève mignon qui ose transgresser une règle, enfin, il ose, il s'ouvre. » Ou bien alors peut-être que vous serez juste très très neutre par rapport à la situation et vous vous direz que c'est du feedback et que si cet élève-là, qui est d'habitude toujours tout sage, se lève, c'est qu'il n'a pas entendu, et peut-être que vous allez tout simplement répéter en vous disant que ça n'a pas été entendu. Ou bien peut-être que vous vous direz « Oh là là, cet élève qui est sage d'habitude, s'il se lève là, c'est que ça doit vraiment être important, s'il ose se lever à ce moment-là, etc. »
Et donc, à ce moment-là, l'émotion ressentie sera peut-être plus légère ou de l'ordre de l'amusement ou juste de l'étonnement. Et la réaction qui en découlera sera donc moins acide, moins agacée. L'effet sur vous, sur les élèves et sur l'ambiance de classe sera différent également. Ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que l'événement est neutre, ce n'est qu'un événement déclencheur. Et il y a vraiment à distinguer cet élément déclencheur qui va déclencher de la cognition, des pensées et des émotions. Ce n'est pas le seul paramètre qui déclenche l'émotion. Il déclenche l'émotion, mais le type d'émotion que vous allez ressentir va être, dépendant plutôt de votre état émotionnel et de ce que vous aurez vécu avant. C'est pas le fait que l'élève se soit levé qui génère une émotion positive ou négative, enfin agréable ou désagréable, c'est votre état émotionnel. C'est les pensées que vous avez sur cet événement, l'interprétation, l'évaluation que vous en faites, qui est subjective puisqu'elle dépend de qui vous êtes et de comment vous êtes à ce moment-là à propos de cet événement. Et avoir conscience de ça, ça permet vraiment de mieux comprendre notre vécu émotionnel en classe, votre vécu émotionnel en classe. Ça permet aussi de parfois relativiser, ça permet de regarder les situations et de les analyser différemment après coup pour pouvoir mieux entrevoir des solutions ou mieux comprendre comment on a réagi ou comment une situation a peut-être parfois dégénéré. Et parfois, ça peut aussi servir aussi à se déculpabiliser ou à détacher l'élément déclencheur et se dire bon, c'était pas forcément la faute de cet élève, etc. Il y avait tout un contexte à ce moment-là. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse par rapport à la gestion de classe, c'est que le fait de comprendre ce mécanisme des émotions, de savoir distinguer l'élément déclencheur du contexte émotionnel qu'il y a, c'est que ça permet parfois un changement de regard sur soi, ou un changement de regard sur les élèves, ou un changement de regard sur les événements. Ça permet aussi de comprendre qu'à un même événement, plusieurs réponses émotionnelles sont possibles et que donc parfois, on peut aussi changer de manière de répondre. On est parfois coincé en fait dans un modèle émotionnel. Un même type d'événement se passe tout le temps. On est tout le temps dans la même réponse émotionnelle et on n'arrive pas à s'en sortir. Et du coup, les réponses qu'on donne, elles sont tout le temps du même ordre, mais pas efficaces, mais parfois de pire en pire. Et du coup, c'est aussi parfois ça qui nous empêche d'imaginer d'autres façons de faire et de modifier les choses pour sortir d'une situation. Par exemple, lors de coaching ou de mentoring sur la gestion de classe, des enseignants et des enseignantes que j'accompagne ont souvent pris conscience qu'ils étaient enfermés dans un schéma de réaction qui se répétait de jour en jour et que de changer de point de vue sur soi ou sur l'élève, de changer ses pensées, ça allait modifier tout ce qui se passe après l'élément déclencheur. Un exemple, si le contexte émotionnel, c'est j'arrive avec la peur de ne pas maîtriser mon groupe en classe ou avec la pensée que mes élèves sont impolis, me manquent de respect, que de toute façon il n'y a plus rien à en tirer, etc. Le moindre élément déclencheur va probablement engendrer des réponses émotionnelles basées sur la frustration ou la colère ou le ressentiment, etc. Si je pense que c'est moi qui tiens pas ma classe, que je sais pas me faire respecter, que j'ai pas les épaules pour supporter ça, que je suis pas assez compétente, etc. Là, je vais avoir une réaction émotionnelle à chaque élément déclencheur un sentiment de culpabilité qui peut parfois m'empêcher de réagir ou alors qui peut me faire surréagir pour pouvoir m'imposer dans la force alors que c'est pas forcément ce qui aurait été plus efficient à ce moment-là. Si je ne me ménage pas, que je suis constamment stressée par la gestion matérielle ou par la pression que je me mets par rapport à mes collègues ou que je suis tout le temps dans un état d'hypervigilance et que j'arrive pas à me détendre, je vais être du coup tout le temps dans un contexte émotionnel tendu qui va aussi faire que chaque événement, chaque imprévu, chaque élément déclencheur lié aux élèves va entraîner une réponse émotionnelle dans la continuité de ce stress que je ressens.
Bref, l'idée vraiment là, c'est que l'émotion ressentie, elle est un indicateur. Et donc, dans les coachings ou les mentorings sur la thématique de la gestion de classe, c'est souvent un des éléments qui fait bouger les choses ou qui débloque des situations. Parce que parfois, travailler sur le contexte, travailler sur l'état émotionnel avant, travailler sur le fait d'avoir des soupapes pour prendre du recul, etc. Ou travailler sur ses pensées, sur comment je regarde la situation, comment je pourrais la voir autrement pour pouvoir réévaluer les choses et les voir différemment. Ça permet aussi de libérer sa pensée créative, de pouvoir s'autoriser à faire autrement, parfois s'autoriser à être différente ou parfois à être soi, tout simplement, et de pouvoir relativiser et d'amener un peu de légèreté dans notre façon d'appréhender certaines situations. Et tout ça, ça va avoir un impact ça va agir sur notre manière de réagir et donc sur les conséquences qui en découlent en classe. Donc mieux comprendre ces émotions, ça permet d'ajuster au mieux notre manière de répondre aux attentes et aux besoins éducatifs ou pédagogiques des élèves. Et puis parfois, il y a des personnes qui justement viennent se demander un accompagnement sur la gestion de classe en me disant qu'on leur a dit que c'est leur posture qui ne va pas, mais qu'ils ne voient pas comment bouger ou ce qui ne va pas dans leur posture. Et c'est parfois assez difficile de mettre des mots sur quand on dit à quelqu'un c'est sa posture qui ne va pas. Mais on n'arrive pas à savoir comment faire bouger cette posture ou à dire vraiment ce qui ne va pas dans la posture. Parfois, c'est justement des caractéristiques internes. On va leur dire, varier les modalités, ils varient les modalités. On va leur dire, faut avoir des règles de classe plus claires, ils mettent en place des règles plus claires. Faut sanctionner plus, ils sanctionnent plus. Faut lâcher la grappe aux élèves, on lâche la grappe aux élèves. On leur dit de mettre les élèves à l'écrit un temps, ils mettent les élèves à l'écrit un temps. Et on se focalise parfois du coup sur des compétences techniques, pédagogiques, sur l'explicitation des comportements, etc. Et parfois, quand on a un peu, entre guillemets, tout essayé, toute proportion gardée, on se rend compte qu'il y a des compétences intrapersonnelles et émotionnelles qui entrent en jeu dans la gestion de classe et que c'est ça qui bloque. Et en fait, il y a besoin de les développer, d'en discuter, d'en prendre conscience pour pouvoir faire bouger sa gestion de classe. Je vous disais que les compétences émotionnelles, elles concernent à la fois notre rapport à nos émotions et aussi notre rapport aux émotions des autres. Et donc, en classe, de nos élèves, l'idée de pouvoir aussi être en mesure de comprendre leurs émotions, les identifier, les aider eux aussi à les nommer et pouvoir réajuster en fonction de ça. Et dans une étude de 2009 qui a été effectuée en Suisse, les enseignants citaient les difficultés émotionnelles des élèves comme le premier facteur de stress en classe. Et donc, de ça découle que des compétences émotionnelles développées chez les enseignants vont contribuer à avoir une gestion de classe plus efficiente et vont prémunir les enseignants du burn-out. Et donc, ce que Patricia Jennings et Mark Greenberg disent à ce sujet, c'est qu'ils expliquent qu'avoir des compétences émotionnelles développées, ça permet aux enseignants d'éviter ce qu'ils appellent la cascade du burn-out. En gros, l'idée, c'est que plus il y a de comportements difficiles d'élèves en classe, plus le climat se détériore, que dans ce type de situation, l'enseignant il va essayer de gérer les comportements en arrivant à des réponses qui vont être de plus en plus punitives et au final qui vont empirer la situation. Et en faisant tout ça, en s'évertuant à chercher des solutions et à augmenter parfois son intransigeance et l'enseignant en fait il s'épuise émotionnellement, il se sent vraiment de plus en plus mal avec augmentation du sentiment d'impuissance, d'incompétence, parfois la solitude vis-à-vis des collègues, la déception, le dégoût, etc. Et ça c'est un cercle vicieux et ça qui mène vraiment en spirale, en cascade du coup vers l'épuisement émotionnel. Et cet épuisement émotionnel, il va se caractériser par le sentiment d'avoir épuisé toutes ses ressources émotionnelles, de ne plus avoir d'énergie. Ça va s'accompagner aussi d'une perte de plaisir dans le travail et qui va souvent entraîner de la frustration et des tensions.
Et en fait, quand on perd notre plaisir et notre enthousiasme en classe, c'est difficile de trouver aussi des solutions constructives, mais c'est aussi difficile de donner le goût d'apprendre, de prendre du plaisir à être là. Et du coup, notre état émotionnel devient prédictif de nos réactions et du climat de classe qui va s'empirer. Donc voilà en somme en quoi les émotions des profs sont étroitement liées à la gestion de classe. Et si vous avez envie d'être accompagné pour travailler sur ce sujet, pour entretenir ou retrouver du plaisir en classe afin de favoriser une gestion de classe enthousiaste, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.